coulisses de Marlene t'emmène à la découverte de Je vis avec Freddie Mercury 2 et avec Thierry Margot. Monte le son et laisse-toi emporter par l'univers complètement décalé de Jean-François dans ce seul en scène musical bluffant, porté par une performance d'acteurs exceptionnelle, un son immersif et des jeux de lumière spectaculaires, pour revivre Wembley comme si tu y étais. C'est drôle, touchant, émouvant et rythmé. Allez, c'est parti, direction le Théâtre du Rempart, dans lequel il jouera jusqu'à la fin du festival à 11h30. Relâche le jeudi. Thierry Margot, je vis avec Freddie Mercury. Alors, pitch-moi un peu ton spectacle. C'est l'histoire d'un garçon qui se prend pour le sosie officiel de Freddie Mercury. Et en fait, il narre sa propre histoire et c'est ponctué par les musiques de Queen. Comment est venue cette idée ? Waouh, c'est une longue histoire parce qu'en fait, on avait un théâtre avec mon épouse à Bordeaux. Et à la création du lieu, c'était en 2011, et on arrive en juin 2012, parce qu'on avait créé en 2011 le théâtre. Et à Bordeaux, faut savoir que c'est un peu comme ici, le soleil arrive en mois de juin, c'est compliqué de remplir les salles à partir du mois de mai. Et on s'est dit, il faut un petit spectacle, un petit budget, un petit truc avec peu de comédiens. Et moi, j'avais jamais fait de seul en scène. Et j'aimais pas forcément ça, pour moi, parce que le théâtre, c'est un travail d'équipe. Et je me suis dit, il faut que je me lance, tant pis. Mon épouse, elle se retrouvait dans tous les duos avant. Je dois mettre ma pierre à l'édifice. Et je suis allé chercher dans mes bouquins d'auteur. J'ai des petits bouquins, quand on écrit, on a des petites choses, on a des prémices, ça peut, des petites idées. Et en fait, j'ai pioché dans 3 idées. J'avais une idée qui était autour des sosies, qui me passionnait depuis des années, de voir comment on pouvait vivre par procuration, en fait, à l'instar un petit peu des parents qui demandent à leur enfant de faire du piano parce qu'ils n'ont pas pu en faire, ou du tennis, etc. Et je me suis dit, tiens, ça c'est une super idée à développer parce que on est dans le faux self en permanence. Donc on a vu des émissions sur Johnny en France, et surtout Johnny et puis Clo-Clo, et des gens qui trompaient leur femme parce que Johnny avait trompé Laetitia, enfin des trucs de dingue qu'on peut même pas imaginer. On s'est dit, ça, il y a un sujet quand même, un débat, un truc de société hyper intéressant. Et j'avais un autre sujet que j'avais mis comme ça, où je voulais faire un spectacle avec que de la musique de Queen, parce que je trouvais que c'était hyper théâtral. J'avais découvert ça à une époque et je trouvais ça vraiment une musique à entendre dans des enceintes de théâtre, parce que c'est très glam, c'est très fort, quoi, et très varié. Et du coup, je me suis dit, tiens, sosie, et en même temps, Freddie Mercury, sosie de Freddie Mercury, c'est quand même pas dégueu. Donc j'ai mêlé les 2 histoires. J'avais une 3e histoire au sujet de l'enfance que j'ai vécue, avec un père qui avait comme seule conversation avec moi sa main droite, comme je le dis dans le spectacle. Donc je me suis dit, ça peut être un sujet parce que ce garçon, s'il veut se construire en étant quelqu'un d'autre, c'est peut-être parce que son identité paternelle n'est pas forcément au rendez-vous. Et en fait, les 3 idées se sont mêlées naturellement, et j'en parle encore 13 ans après avec le frisson dans l'échine. Et je me dis, ça peut être un sujet hyper intéressant. Et je me suis rendu compte en étudiant la vie de Freddie Mercury, parce que même si c'est pas sur Freddie Mercury, j'ai quand même, pour les fans de Freddie Mercury et de Queen, laissé des petits indices comme ça au fur et à mesure du spectacle, que il avait écrit Bohemian Rhapsody, la chanson, de la même manière en prenant 3 musiques qu'il avait en lui. Je me suis dit, il n'y a pas de hasard. Et donc, on a foncé. Voilà comment on est né le spectacle. Ça a marché tout de suite. Le film est sorti quelques années après. Ça a évidemment contribué au succès qui était déjà là. Et puis, on en est là 13 ans après, quoi. Et entre le moment où tu as commencé à l'écrire et le moment où tu l'as mis en scène pour la première fois, il s'est écoulé combien de temps ? Là, c'était dans la saison, donc j'ai écrit assez vite. J'ai plusieurs méthodes d'écriture, entre l'anatomie du scénario, entre le voyage du héros, donc le scénariste qui est repris par Vogler, qui est la méthode notamment de Alexandre Astier. Ce sont des méthodes d'écriture où il y a beaucoup de gestation, en fait. Il y a vraiment un travail en amont avant de bien élaborer un scénario, et après, quand on arrive au contenu, parce que on a tellement été dans toutes les pistes que ça sort assez naturellement. Mais ça dépend des œuvres. Celle-ci, je pense que ça faisait des années qu'elle maturait, donc je pense qu'elle est sortie assez vite. Après, la mise en scène, je me suis pas occupé, c'est mon ami David. Alors j'ai écrit un bouquin d'ailleurs qui s'appelle l'histoire de l'histoire, qu'on vend après le spectacle, parce que les gens m'ont demandé comment était venue cette idée un peu originale. On avait joué ensemble, frère de théâtre un peu, il travaille à Londres. Il vient monter une pièce dans le théâtre que je lui réclame. Je dis, t'es là juste avant, tu mets en scène. Et en fait, ça a été une rencontre incroyable, parce qu'en fait, je lui ai lu la pièce, il était extrêmement ému, il m'a demandé de le lire à ma mère avant de pouvoir le créer, parce que c'est quand même une histoire assez personnelle sur 2-3 points. Et il a été vraiment l'architecte de ce succès, parce que il y a cru en premier.
Et c'était pas évident parce qu'en plus on était dans un théâtre qui était plus entertainment. Donc on se disait, on est quand même sur une espèce de, je dirais pas tragicomédie parce que ça fait un peu peur, mais c'est comme du Pagnol, c'est-à-dire qu'on rit quand même de la tragédie, quoi. Et parce que on parle d'un enfant battu, et même s'il y a plein de choses drôles, c'est quand même le chemin d'un gamin qui brise petit à petit ses chaînes, qui est quand même élevé de manière un peu, c'est un garçon médiocre, mais médiocre et en même temps brillant parce que justement il progresse. Et donc ça, c'est grâce à lui qui a fait une scénographie incroyable qu'on a améliorée sur son idée en 2019 grâce au lire maintenant et aux asservis. Et donc ça a été douloureux pour moi parce que première fois que je faisais une chose comme ça, et puis c'était pour moi un tunnel incroyable parce que je me disais mais je suis tout seul avant, après, pendant. Et puis je crois qu'on vit des choses comme ça. On est là pour vivre des choses comme ça, pour des choses complexes qui nous amènent à un résultat quand on y parvient, à quelque chose d'encore plus fort en fait. Comment tu qualifierais ton spectacle ? En règle générale, ce qui compte pour moi, c'est raconter des histoires. Donc pour moi, c'est avant tout une histoire. Alors, c'est pas forcément un qualificatif, mais ça c'est hyper important. Évidemment que c'est drôle. Je peux pas m'empêcher d'être drôle. Mais parce que je préfère être drôle de choses qui me font vraiment de la peine, en fait. Parce que c'est mon chemin. Parce que voilà, j'ai été élevé dans des gens très très bien, très droits, etc. Mais c'était pas forcément rigolo. Donc j'ai choisi toujours cette pièce de me dire, je préfère en rire que d'en pleurer. Ça, c'est le premier point. Et cette pièce ressemble beaucoup à ça, pour le coup. Et j'ai envie de dire, pour moi, c'est un espoir, cette pièce, parce qu'elle permet, grâce à la musique de Queen et puis l'histoire qu'on délivre, de se dire en fait il n'y a pas de fatalité. On a beau se tromper, on a beau partir vraiment de très bas, le chemin c'est nous qui le décidons en fait. Moi, ce qui m'a marqué dans cette pièce, c'est qu'à la fois il y a du jeu, il y a du rire, c'est rythmé, il y a tout. La lumière fait son show aussi par rapport à la mise en scène des chansons, etc. Ça, c'était venu comment ? Alors en fait, je voulais ça à l'origine. Bon, faut savoir qu'en 2012, quand on a créé le spectacle, les lyres, les asservis, ça coûtait très cher. Et c'était pas très démocratisé. On était surtout sur du traditionnel en matière aujourd'hui, on est dans du LED. Ça a beaucoup évolué. Et en fait, donc on avait les parts comme à l'époque, je sais pas si pour ceux qui connaissent les concerts de Queen où il y a alors nous on n'avait pas ces moyens-là, etc. Donc on jouait vraiment avec les lumières, mais on était très limité en fait. Donc j'avais pas vraiment ce que je voulais. Et quand en 2019, j'ai rencontré un comédien, pareil, il n'y a jamais de hasard, il me montre un extrait et tout, puis je vois des lyres. Et je me dis, mais comment t'as des lyres dans un petit théâtre ? Il avait un petit théâtre à Bergerac, tout ça, de 49 places. Ah mais non, mais en fait, c'est mieux. Puis je connais un mec qui est sur Grandma 2. Grandma 2, c'est les logiciels, etc. De maintenant, Grandma 3, exactement. Ah mais tu verras, il est génial, c'est un super créateur qui a un spectacle lui-même. Et donc la rencontre s'est faite. Et puis on a fait enfin ce qu'on voulait faire depuis le début. En fait, on a été un peu nos Georges Lucas du théâtre et on a décidé de faire un show en sachant que depuis le début, c'était mon épouse qui me suivait depuis le début pour le son. Il y avait eu toujours deux régisseurs à l'origine. Maintenant, elle le fait toute seule. Elle s'occupait que du son parce que le son était très important parce que quand je prends il faut que ça soit, ça se trompe, c'est foutu. Et en fait, la lumière, on l'a créée comme ça et c'est plus de 300 effets lumière. Et plus de 150 effets son, et je tire mon chapeau, pas parce que c'est mon épouse, mais parce qu'elle est extrêmement douée, c'est une comédienne également, une artiste, et ça se voit. Et du coup, c'est un spectacle, je suis pas que tout seul en fait. Et vraiment, on dit toujours que un spectacle, c'est pas qu'une personne, c'est vrai, ou pas que des comédiens. Mais là, elle a vraiment son mot à dire, et ces lumières sont vraiment choisies pour justement, soit éclairer très fort, soit mettre dans l'ombre très fort, pour montrer évidemment toutes ces nuances qu'il y a dans l'âme humaine en fait. Ça le fait bien. Ça fait donc 13 ans que tu joues ce spectacle. Est-ce que tu en as pas marre au bout d'un moment ? Alors, pas lassé ? Alors, curieusement, plus ça va, alors plus j'ai peur, plus ça va. Ça, c'est très curieux. Mais sur ce genre de spectacle, on se lasse pas parce qu'il y a tellement de couches. Je suis premier spectateur chaque soir en fait. C'est-à-dire que chaque soir, je trouve des nuances différentes. C'est rien, c'est des millimètres. Il y a des gens qui l'ont vu par exemple à Bordeaux quand on le jouait 17 fois. Même à Avignon, il y a des gens qui viennent le revoir plusieurs fois alors qu'il y a 1700 spectacles. On se dit, c'est dingue. Et en fait, à chaque fois, on voit pas le même spectacle parce qu'il y a c'est le même. Mais il y a toujours des nuances. Même parfois, c'est imperceptible. Les gens ne voient peut-être pas, mais. Et puis, il y a quand même une grosse contribution du public qui n'était pas forcément écrite à l'origine.
et qui s'est découvert au fur et à mesure parce que c'est la musique de Queen et Queen ils aiment ça quand le public intervient. Et je voulais pas tomber, je voulais rester sur une ligne, je voulais pas être dans le stand-up, je voulais pas être dans le one-man show. Hein. C'est vraiment une histoire. Il y a une justification pour le fait que le 4e mur soit cassé. On comprend la fin, je vais pas le dire. Bon, toi tu sais. Et en fait, je voulais vraiment rester sur cette ligne où effectivement cette intervention du public pouvait, pour la musique surtout et pour les concerts, enfin tout ce qui est vraiment musical, parce que c'est l'esprit de Queen. Et c'est pas que EO Queen, c'est aussi le fait que effectivement les gens peuvent chanter, parce que cette musique appartient à tout le monde en fait. Oh, mais le EO, tu le fais bien. Ouais, voilà. Bon, après c'est venu petit à petit, mais par exemple, pour la petite anecdote, on fait la première. Et c'était pas, il y a Mama qui Bohemian Rhapsody une première fois qui arrive et ça coupe juste au Mama, juste avant le Mama. Et les gens entonnent le Mama, mais je m'y attendais pas du tout en fait. C'était vraiment une surprise pour moi. Et j'ai dû improviser quelque chose tellement surpris et j'ai fait voilà, c'est exactement ce qu'a fait ma mère, grosso modo. Et là les gens ont ri et je me suis dit OK, là je crois qu'il va falloir que je leur laisse leur place parce que alors ça a été très difficile parce qu'ils l'ont pris beaucoup parfois. Il a fallu réécrire ou en tout cas remettre en scène scénographiquement certaines choses pour éviter que les gens applaudissent trop ou rient trop. C'est pour dire à quel point on était obligé pour que se dire OK, là il faut qu'on enchaîne, sinon le spectacle durait 3 heures quoi, et c'est juste pas possible. Mais toi, à la base Queen, t'étais fan ou t'aimais bien comme ça, comme tout le monde mais... J'ai une histoire avec ça aussi, ce qui est assez incroyable, c'est qu'en fait j'ai monté un spectacle en 2002, donc j'avais un certain âge quand même déjà. Et je monte c'était un spectacle sur la cause homosexuelle et dans l'écriture on se dit il faut qu'on le laisse dans les années 80 parce que ça a été des années un peu complexes en matière de sida etc et de la vision de l'homosexualité à l'époque et je me suis dit on peut pas mettre ça dans les années 2000 etc l'écriture ne correspondrait pas, donc j'ai demandé à mon ingénieur son, à l'époque c'était des ingénieurs son étant donné qu'il n'y avait pas encore internet aussi comme maintenant, quoi, pour me faire une bande son uniquement dans ces années-là. Et il me chope plein de groupes comme ça, à tendance gay parfois. Et dans les années 80, puisque ça se passait là, il y avait Another One Bites the Dust qui était sorti, et je vois cette chanson, je la mets au début du spectacle, pour ouvrir le spectacle. Et tout le monde fait « Ah ouais, quelle bonne idée, Queen et tout ». Et la mère de mes enfants me dit « Bah ouais, Queen, c'est bien et tout. Ouais. » Ah, je dis « Mais tu connais pas ?» Moi, j'ai une formation très classique à l'origine, donc les groupes... Donc je dis bah non et tout. Mais si, mais tout le monde connaît Queen, justement comme le concept de musique classique que tout le monde connaît sans dire qu'ils les écoutent quoi. Et en fait, elle me fait découvrir Queen, We Are the Champions, ça que je connaissais, les gros titres. Et elle me fait un cadeau, elle m'offre le live de Wembley 86. Et ma fille qui était très toute petite à l'époque, elle est née de 2001. Chaque matin, se levait, elle avait son frère des ours, etc. qu'elle mettait les côtés des enfants et à me demander tous les matins le live de Wembley 86. Donc du coup, je suis devenu fan sur le tard, mais j'ai vraiment pu apprécier la musique à sa juste valeur, parce que je suis allé chercher évidemment autre chose. Enfin, ils ont quasiment que des tubes, mais ils en ont plein qui sont pas forcément des tubes et qui sont super, quoi. Donc je me suis mis à apprécier cette musique, et il vaut mieux quand on joue 13 ans le même spectacle. Je me verrais pas jouer de la musique ou écouter de la musique tous les soirs d'un groupe qui a pas cette âme-là, quoi, en fait. Parce que Queen, c'est pas n'importe quoi. Vraiment, pour le coup. Eh bien, merci. Ouais. Tonight, I'm gonna have myself. La première fois que je me suis aperçu que je ressemblais à Freddy, j'avais 5 ans. Here we are, born to be kings, we're the princes of the universe. On ne devient pas tous les jours le sosie officiel de Freddie Mercury. Vous avez la voix de Roland McDan. Ne m'arrête pas maintenant. Je me dis pardon la gueule, je veux dire à ton père, j'ai dit oh non, on m'a dit au chien, m'a pris par le bras, j'ai voulu me libérer. I've got to break free. Mais c'est exactement ce qu'elle a fait, maman. C'est toi qui as fait ça. J'ai lu dans un magazine que l'homme doit s'investir dans
dans un couple, qu'est-ce que t'as à répondre à ça? Bah là, j'ai eu un... Arrête de lire. Tout le monde gueule autour de moi. Je veux conduire mon vélo! Il est extraordinaire. Super spectacle d'ailleurs, j'étais venu habillé comme il faut, voilà, et fan de Freddie Mercury, de Queen, donc vraiment super spectacle. Bravo. Merci, on s'est régalé. Trop fort. Oui. Vous avez aimé? Oui. Ah, c'était formidable. Génial. Fabuleux. Fabuleux. Exceptionnel. Exceptionnel, merci beaucoup. Voilà, ce podcast est à présent terminé. Je tenais à remercier chaleureusement toute l'équipe de la pièce Je vis avec Freddie Mercury ainsi que le Théâtre du Rempart pour leur accueil, leur gentillesse et leur disponibilité. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux podcasts et n'oubliez pas la nouveauté de cette année, le blog des coulisses de Marilyn. Vous y trouverez toutes les pièces que nous avons vues, des teasers ainsi que les avis de toute l'équipe des coulisses. Alors n'hésitez pas à vous abonner sur le site lescoulissesdemarilyn.com pour ne rien manquer du Festival Off d'Avignon. Bisous bisous.